Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Alors on dit très souvent que le français, c'est la langue de l'amour. Ah ça, c'est vraiment le cliché habituel, oui. Exactement. Mais en fait, quand on regarde de plus près les lettres muets qui sont invisibles, les liaisons totalement imprévisibles, ou même les exceptions grammaticales. Qui contredisent absolument chaque règle, on est d'accord. Voilà. Eh bien, cet amour, il ressemble parfois à une relation toxique, une relation à sens unique. On donne énormément d'efforts, de temps, et la langue semble juste refuser de se laisser apprivoiser. C'est vrai. Et cette impression de rejet au tout début, elle est universelle chez les apprenants. C'est pour ça que notre dossier du jour aborde précisément ce fameux mur de frustration. Oui, on va analyser aujourd'hui une feuille de route qui est très concrète. Une méthode pour guider un apprenant depuis le premier jour, le niveau A1, jusqu'à une vraie autonomie, le niveau B1. Tout à fait. Et cette progression, elle s'appuie beaucoup sur l'expérience documentée d'une polyglotte qui est connue sous le pseudonyme de Zoé.languages. Elle a vraiment décortiqué les mécanismes de l'acquisition du français. Et juste avant d'entrer dans cette mécanique, il y a une précision hyper importante à faire concernant le format de notre discussion. Oui, c'est vrai, une précision pour notre public. Pour toutes les personnes de notre public qui sont en plein apprentissage de la langue française en ce moment, cette discussion est pensée comme un exercice d'écoute active. C'est-à-dire que le rythme de notre conversation est volontairement ralenti. Exactement. L'articulation est bien marquée, les mots sont prononcés de manière très distincte. L'objectif, c'est que les concepts qu'on aborde restent transparents, même pour une oreille qui débute. C'est une petite immersion en douceur. Et du coup, pour bien commencer, je crois qu'il faut d'abord détruire un mythe qui a la vie dure sur Internet. Le fameux mythe de la vitesse R. Voilà. On trouve une multitude de vidéos qui promettent d'atteindre la fluidité parfaite, le niveau C1 en seulement 1 an. Alors c'est d'ailleurs ce que cette créatrice, Zoé, affirme avoir accompli, non ? Ça semble être la promesse centrale de son témoignage. En fait, le récit est authentique. Elle l'a fait, mais le contexte est vital ici. Pour réaliser cette performance neurologique incroyable, elle étudiait le français à temps plein. Ah, à temps plein. Oui, dans une école de langue en France. Son environnement tout entier était dédié à cette tâche. Elle n'avait pas de distraction professionnelle à côté. D'accord. Donc pour un adulte de notre public qui a un travail ou des études parallèles, viser le niveau C1 en 12 mois, c'est... C'est irréaliste. C'est même la recette garantie pour un épuisement mental, tu vois, et pour un abandon prématuré. Donc l'idée de pirater le système pour parler couramment en quelques semaines, c'est une illusion totale. Il faut vraiment réajuster ses attentes. Absolument. Le premier pas, c'est de formuler des objectifs qu'on appelle SMART. C'est un acronyme de gestion de projet. Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Par exemple, dire « je veux parler français », ça ne marche pas. Non, ça mène direct à la procrastination. En revanche, dire « je veux mémoriser 50 mots sur la nourriture d'ici vendredi », Là, c'est clair. voilà. Ça donne au cerveau une cible quantifiable et immédiate. Très bien. Les attentes sont recadrées, on a des objectifs mesurables, mais disons qu'un anglophone s'assoit le premier jour devant son manuel. Le premier obstacle, ce n'est pas le vocabulaire en fait. Non, c'est le fait que la moitié de l'alphabet semble produire des sons complètement inédits, c'est fou. C'est un obstacle purement physique. Le français utilise un système phonétique avec 23 consonnes et 16 voyelles. 16 voyelles. Oui. Et pour un anglophone natif, ça veut dire qu'il y a environ 10 voyelles qui sont complètement nouvelles. Le cerveau n'a aucune catégorie pour ces sons. Et j'imagine que les muscles du visage n'ont pas l'habitude non plus. Exactement. La langue, la mâchoire n'ont jamais été sollicités pour faire ces vibrations-là. Donc c'est un peu comme essayer de faire un grand écart sans s'échauffer. Commencer par la prononciation, c'est en gros accorder un instrument de musique avant de jouer. C'est une super analogie. Si on saute cette étape, tout le reste va sonner faux. Et c'est pour ça que la stratégie de Zoé, c'est d'isoler ce problème tout de suite, non ? Tout à fait. Elle a passé son premier mois entier à faire exclusivement de la phonétique. Elle a utilisé un livre très connu qui s'appelle « Les 500 exercices de phonétique ». Un mois entier sans apprendre de vrais mots ? L'idée, ce n'était pas le sens des mots, c'était de forcer son appareil vocal à s'adapter. Par exemple, le son de la lettre R pose souvent problème. Ah oui, le fameux R français. Et les voyelles nasales aussi. Le an, le in. Ça demande de faire résonner l'air dans les cavités nasales, c'est très particulier.
Et il y a aussi un aspect culturel, je trouve. En anglais, on a tendance à avaler les voyelles au milieu des mots pour parler plus vite. On compresse un peu tout. Sauf qu'en français, cette compression, elle est fatale. Le rythme exige que chaque voyelle soit prononcée de façon claire et nette. On ne peut rien escamoter. Non. Et l'accentuation est différente. L'accent tonique tombe toujours sur la dernière syllabe prononcée d'un mot. Ou d'un groupe de mots, c'est ça. Exactement. C'est ce qui donne au français cette cadence très régulière, un peu comme un métronome. Alors, je dois avouer qu'il y a une autre règle phonétique qui rend les gens fous, ce sont les liaisons. Ah, les fameuses liaisons. J'ai souvent l'impression que les mots fondent ensemble. Une phrase de 3 mots devient un seul mot géant, super chaotique. C'est vrai que pour celui qui écoute, ça crée de la confusion. Mais pour celui qui parle, ça a une fonction mécanique vitale. C'est-à-dire? Si un mot finit par une consonne et que le suivant commence par une voyelle, on relie les deux. On ne dit pas « deux amis », on dit « deux amis ». Le son Z fait le pont. Voilà. Biologiquement, ça évite d'interrompre l'air. Le français déteste les arrêts brusques. Les liaisons, c'est le lubrifiant qui permet de parler vite sans s'abîmer la gorge. D'accord. Donc, l'instrument est accordé, on a compris la logique des liaisons. Maintenant, il faut construire le vocabulaire. C'est la prochaine étape, oui. Et nos sources parlent d'un plan sur 4 semaines. La première semaine sur l'alphabet, la deuxième sur les applications, la troisième sur les phrases basiques et la quatrième sur la lecture courte. Un très bon plan. Sauf que la durée recommandée pour étudier, c'est de 10 à 15 minutes par jour. Seulement 15 minutes. Je sais, ça paraît peu. Ça ressemble un peu à une fausse promesse pour rassurer les débutants, non? Est-ce que 15 minutes, c'est vraiment suffisant pour une langue complexe? En fait, l'impact de ces 15 minutes, il repose sur un concept neurologique qu'on appelle la répétition espacée. Comment ça marche? Le cerveau a un mécanisme de nettoyage pendant le sommeil. Si une information n'est pas utilisée régulièrement, le cerveau efface la connexion synaptique. Il se dit que c'est inutile. C'est ça. Donc étudier 3 heures le dimanche et rien faire la semaine, ça sert à rien. Le cerveau détruit l'information le mardi. Ah, je vois. Donc les 15 minutes par jour, ça envoie un signal d'alarme au cerveau. Ça lui dit « Attention, ce vocabulaire est essentiel pour ma survie ». Exactement. Il faut le stocker dans la mémoire à long terme. C'est la constance qui compte, pas le volume. D'accord. Donc on peut utiliser des applications comme Buzu ou la méthode Assimil. Oui, elles sont formatées pour ces sessions courtes. Mais attention, le contenu doit être stratégique. On ne va pas apprendre des noms d'animaux si on ne sait pas faire une phrase. C'est clair. Les sources conseillent de commencer par l'architecture de la phrase, les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il. Ce sont les briques de base. Et ensuite, on utilise quoi pour la répétition espacée? Le dossier recommande fortement les flashcards. Tu sais, les cartes mémoire numériques, notamment avec un logiciel qui s'appelle Anki. Ah oui, Anki. Et il y a un paquet spécifique à utiliser? Oui, un paquet de cartes qui s'intitule « Les 5000 mots français les plus fréquents ». C'est très malin ça, ciblé par fréquence, ça limite la charge de travail. C'est inutile d'apprendre le mot parapluie si on ne connaît pas encore le verbe aller. C'est de l'optimisation pure et simple. On absorbe les mots qui ont le plus grand rendement dans les conversations de tous les jours. Mais là, une fois qu'on a ce vocabulaire sur un écran, il y a un nouveau problème qui arrive, le fossé immense entre le français écrit et le français parlé dans la rue. Ah oui, c'est un autre monde. C'est terrifiant. On passe des mois sur son application, on arrive à Paris, on écoute 2 personnes dans un café, et c'est juste du bruit. Comment on fait le pont? La solution la plus puissante dans nos sources, c'est une technique qui s'appelle le shadowing, l'ombrage en français. C'est de l'écoute active, c'est ça? Très intense, oui. On prend un livre audio lu par un natif. Des œuvres classiques comme Le Petit Prince ou L'Étranger. On écoute un paragraphe court. Et ensuite on répète. On répète à voix haute, exactement en même temps que le narrateur. On imite son intonation, son rythme, ses pauses. C'est presque une formation d'acteur. On ne cherche pas à analyser la grammaire, on imite le souffle pour créer une mémoire musculaire. C'est exactement ça. Mais le point crucial, c'est qu'il ne faut jamais regarder la traduction dans sa langue maternelle. Ah bon? Pourquoi? Parce que si on regarde la traduction, le cerveau passe en mode décodage. Le but du shadowing, c'est de contourner ça pour forcer le cortex moteur à juste reproduire des sons purs. D'accord. Mais il y a une limite à ça. Si un débutant écoute une émission politique très rapide, le cerveau va saturer, non? Totalement. Si c'est trop difficile, l'apprentissage s'arrête. Le linguiste Stephen Krashen a théorisé ça avec le concept d'input compréhensible. Ça veut dire que le contenu doit être adapté au niveau.
Il doit être juste un petit peu au-dessus du niveau actuel. Il faut pouvoir comprendre le contexte global, l'essence du message. Le fameux gist en anglais. Exactement. Si après 2 minutes, on ne comprend absolument rien, on abandonne sans culpabiliser. Il vaut mieux chercher des ressources adaptées. Et les documents citent des podcasts super pour ce niveau, comme Podcast français facile ou Coffee Break French. Oui, le débit y est artificiellement ralenti pour aider le cerveau. C'est parfait pour la transition. Une transition vers quoi? L'étape de la pratique avec des vrais humains? Voilà. L'étape la plus redoutée, mais indispensable. Répéter tout seul dans sa chambre, ça atteint vite un plafond. C'est souvent là que l'anxiété paralyse les apprenants. L'idée d'être jugé, de chercher ses mots, on se dit toujours « je parlerai quand je serai prêt Mais on n'est jamais vraiment prêt. Parler, c'est trébucher au début. Heureusement, il y a des plateformes comme Tandem aujourd'hui. ». Des partenaires d'échange linguistique. Oui, c'est du troc. On offre 30 minutes dans sa langue et on reçoit 30 minutes de français. C'est très bienveillant. C'est génial pour se lancer, mais il y a un risque, non? Si l'apprenant fait toujours la même erreur, le partenaire ne va peut-être pas oser le corriger pour ne pas casser l'ambiance. C'est le grand danger, oui. Ça s'appelle la fossilisation des erreurs. La fossilisation. Si on répète une faute pendant des mois, ça devient une habitude neurologique presque impossible à effacer. Et comment on évite ça? En utilisant des tuteurs privés sur des plateformes comme Preply. Le tuteur, son métier, c'est d'interrompre l'apprenant et de le corriger immédiatement. Ça nous amène à un dilemme très intéressant. Face qu'à un natif, est-ce qu'on doit construire ses phrases très lentement pour être parfait ou est-ce qu'on accepte de massacrer la grammaire pour garder un rythme fluide? Nos sources sont claires. La fluidité prime toujours sur la perfection. Le but, c'est de transmettre une idée. Il y a une anecdote géniale là-dessus dans les textes. L'histoire de la blague. Oui, un apprenant disait que le jour où il s'est vraiment senti capable de parler, ce n'est pas le jour d'un examen écrit. C'est le jour où il a raconté une blague à son tuteur et que le tuteur a éclaté de rire. Faire de l'humour dans une autre langue, c'est vraiment le sommet. Ça demande le bon timing, la bonne intonation, la culture. Ce rire, ça prouve que la langue devient un pont humain. Exactement. Et en parallèle de cette pratique orale, il faut aussi de la production écrite. Des rédactions philosophiques? Non, pas du tout. Juste un petit journal intime de 3 lignes ou une liste de courses. Et pour avoir des corrections, on peut utiliser des réseaux comme Languit ou iNative. Ce sont des natifs qui corrigent bénévolement, c'est ça? Voilà. Et on peut aussi basculer son environnement en français. Changer la langue de son téléphone, suivre une recette de cuisine en français. Des micro-interactions au quotidien. Mais alors, quand on arrive au niveau intermédiaire, le stade A2 ou B1, il y a un autre danger, le fameux plateau d'apprentissage. Ah, le plateau. C'est psychologiquement très dur. Au début, on progresse vite. Mais au niveau intermédiaire, on étudie pendant 1 mois et on a l'impression de stagner. Et les manuels de grammaire deviennent super ennuyeux. Le cerveau s'ennuie. Et c'est là que la majorité des gens abandonnent. Pour relancer la machine, il faut changer de stratégie et aller vers le matériel culturel. L'immersion ludique. Consommer le même contenu que les francophones. Exactement. Le guide donne un super exemple avec les films d'animation sur Disney+. L'astuce, c'est de prendre un film qu'on connaît déjà par cœur. Comme La Reine des Neiges. Oui, on le regarde doublé en français, mais attention, sans aucun sous-titre. C'est brillant. Ça repose sur la théorie de la charge cognitive, c'est bien ça? Tout à fait. Si on regarde un film d'auteur français totalement inconnu, le cerveau dépense toute son énergie à comprendre l'intrigue et le suspense. Il ne reste plus d'énergie pour les nouveaux mots. Mais avec Elsa et la Reine des Neiges, la charge cognitive sur l'histoire est à 0. On sait ce qui va se passer. L'angoisse disparaît et le cerveau peut se concentrer uniquement sur les sons français et les émotions à l'écran. C'est de l'apprentissage passif super efficace. Et cette logique, on peut l'appliquer à YouTube aussi. Au lieu de regarder des profs expliquer la grammaire, on regarde des créateurs français qui parlent de nos passions. Pour garder la concentration. Voilà. Les sources mentionnent la chaîne Colas Bim pour l'animation, le magazine Elle pour les interviews d'acteurs à Cannes, ou Nassim Seili pour le vocabulaire de la musculation. Et pour l'argot très rapide, le dossier parle d'une mini-série emblématique. Bref. Ah, bref, c'est un cas d'étude fascinant. Le personnage parle à un rythme frénétique, avec un argot parisien très dense. C'est un peu un simulateur de vol extrême, non? C'est ça. Même si la série est ancienne, ça prépare incroyablement bien à la réalité du français parlé dans un bar, dans la rue. Et pour ceux qui veulent un cadre plus formel, plus académique, pour valider ce niveau B1,
Il y a des solutions gratuites, comme le cours étudiant en France sur Coursera. Ça consolide la grammaire tout en montrant les codes du système éducatif. Ça fait vraiment un parcours complet. Si on résume, d'abord on rééduque son oreille avec la phonétique, Ensuite, la discipline des 15 minutes par jour. le shadowing pour trouver la musicalité, Et enfin, l'immersion totale avec les films et ses propres passions. un très beau cheminement. Ça montre bien qu'apprendre une langue, ce n'est pas juste mémoriser un dictionnaire. Et d'ailleurs, ça m'amène à une petite réflexion pour terminer. Je t'écoute. On a volontairement gardé un débit très lent aujourd'hui, avec une belle articulation, pour aider notre public à décoder l'information. De l'input compréhensible en direct, en somme? Exactement. Eh bien, si apprendre le français demande de modifier son cerveau par la répétition espacée, si ça demande de reconfigurer les muscles de sa gorge, Oui. est-ce que le simple fait de changer de langue ne crée pas une nouvelle identité neurologique et corporelle? Est-ce que devenir francophone, ce n'est pas littéralement devenir une personne différente? C'est une question presque philosophique. Et c'est une réflexion fascinante à garder en tête pour la prochaine session de vocabulaire de nos auditeurs. Tout à fait. Continuez de pratiquer et surtout continuez d'écouter. À très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur. À bientôt.